Ils ont tous une idée en tête lorsqu'ils commencent à s'en sortir financièrement, investir dans la pierre. En effet, la majorité des Gabonais ont pour premier objectif de vie la construction. Construire une maison pour mettre à l'abri sa famille, construire une maison pour sortir de la tourmente locative, les raisons sont multiples. Conscient de vos besoins, j'ai décidé de vous dévoiler les secrets pour acheter un terrain fiable. Quels sont les coûts, quelles sont les démarches et surtout quels sont les pièges à éviter? La réponse tout de suite. Alors, je vais me mettre dans la peau d'une personne inexpérimentée, complètement novice et qui souhaite acheter un terrain. Tout d'abord, vers qui se tourne-t-elle pour acheter un terrain? Normalement, on se renseigne auprès de ses proches. C'est ce qu'on appelle le phénomène du bouche à oreille. Mais il y a aussi d'autres options. La première, les agences immobilières. Qu'est-ce qu'une agence immobilière? Alors, une agence immobilière, c'est la figure même de tout ce qui est transactions immobilières avec comme cœur d'activité la vente, la location, la gestion des biens et le syndic de copropriété. Ce sont les principales personnes qu'il faut aller voir lorsque vous souhaitez acheter un terrain. Pareil, il y a aussi les démarcheurs ambulants, encore appelés agents immobiliers volants, qui ne sont pas sous l'emprise, sous la responsabilité des entreprises. En troisième recours, vous avez l'ASNI, la Société nationale immobilière, qui est une société à but social créée par l'État et qui est là pour permettre aux Gabonais lambda d'avoir accès à la propriété. Mais on va se dire la vérité, pour ce qui est le strict minimum, je trouve que l'ASNI est encore un peu trop cher. Il peut vous proposer des terrains à 28 000 francs le mètre carré. Quand on calcule bien, si tu veux prendre 500 mètres carrés, ça te fait déjà 14 millions en tout. Tu construis avec quoi si déjà le terrain seul te coûte 14 millions? Donc, c'est ça l'ASNI. Tu donnes une avance et ensuite, tu payes mensuellement jusqu'à ce que tu finisses d'acheter ton terrain. En quatrième et dernier lieu, nous avons les cabinets de notaires. Il faut savoir que les notaires gèrent beaucoup les problèmes de succession. Donc, leurs clients peuvent vendre certains terrains. En gros, ils ont pas mal de biens sous la main. Ce qui est intéressant avec les démarcheurs ambulants, c'est qu'ils peuvent te dénicher les bonnes opportunités. Ils passent leur temps à sillonner les quartiers, ils ont beaucoup d'amis. Ils sont plus susceptibles d'entendre si telle famille vend, si tel ministre vend, contrairement aux agents immobiliers qui restent assis derrière leur bureau et donc attendent que ce soit le client qui vienne à eux. Deuxième avantage avec eux, c'est la pêche aux informations. Si par exemple tu tombes amoureux d'une maison, ils sont capables d'aller te trouver le propriétaire de cette maison et même convaincre la dame en question ou le monsieur en question de vendre. Si cette personne est à court d'argent, boum, tu peux avoir le bien. Ils peuvent t'appeler pour dire « Ah, madame, on a réussi à rentrer en contact avec le neveu de la dame. On a réussi à parler avec la dame. Vous pouvez avoir même rendez-vous demain avec elle. Elle vous vend. » Donc, c'est ce qui est bien avec les démarcheurs ambulants. Autre chose qui est bénéfique avec eux, c'est la négociation. Contrairement aux agences immobilières, tu peux bien négocier le prix avec un démarcheur ambulant. En général, ils sont moins gourmands car ils veulent l'argent tout de suite. Donc, ils se battront pour t'avoir le bien, quoi qu'il arrive. Maintenant, là où les agences immobilières prennent le dessus sur les démarcheurs ambulants, c'est au niveau du professionnalisme. Les démarcheurs ambulants manquent beaucoup de professionnalisme. Quand vous avez rendez-vous, par exemple, ils peuvent être en retard. Ils peuvent vous dire « Ah, madame, je n'ai pas pu venir parce que j'ai eu un empêchement. » Ou ils peuvent vous dire « Ah, madame, bon, j'arrive, mais préparez-moi l'argent du taxi. » Donc, c'est ça vraiment qui leur fait défaut. Deuxième chose aussi qui n'est pas correcte, c'est faire payer les visites. Il est interdit de faire payer les visites, c'est illégal. Mais avec le démarcheur ambulant, il va te dire « Madame, pour visiter telle maison, c'est 5 000, c'est 10 000. » Ce n'est pas correct. Troisième chose où l'agence immobilière est encore plus crédible que les démarcheurs ambulants, c'est au niveau de la spéculation. Les démarcheurs ambulants font beaucoup de spéculation. Si par exemple le propriétaire vend son bien à 30 millions,
eux, ils vont te dire que c'est 40 millions pour avoir une marge. Ils grossissent beaucoup les prix. Donc, vraiment, il faut être attentif à cela. Et puis, quatrième point, niveau sécurité, tu as plus de chances de retrouver une agence immobilière qu'un démarcheur ambulant. L'agence immobilière a une image à défendre et les démarcheurs ambulants, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, pour revenir à l'agence immobilière, tu y vas, tu fais ta requête. Moi, je dis agence immobilière parce que personnellement, c'est là-bas où j'irai. Donc, tu y vas, tu fais ta requête. Ils vont t'ouvrir un dossier avec les éléments suivants. Quelle superficie, quel budget et surtout, quel quartier. C'est bien aussi de donner plusieurs possibilités pour que l'agence immobilière puisse vous faire plusieurs offres dans les différents quartiers. Hormis l'ouverture de votre dossier, l'agent immobilier va vous demander juste une pièce d'identité et la preuve des fonds requis pour pouvoir lancer votre demande. Ensuite, l'agent immobilier va se mettre à chercher et dès qu'il aura des biens sous la main, il va vous appeler pour faire des visites. Vous ferez des visites et ensuite des visites. Et si vous tombez amoureux d'un bien, il va vous falloir faire une offre. Parce qu'en général, on ne paye pas le prix qui est affiché, on négocie toujours un peu à la baisse. Après maintes négociations, acquéreur et vendeur, par l'intermédiaire bien sûr de l'agent immobilier, vous allez tomber d'accord sur un prix. Et c'est là où les démarches peuvent commencer. Nous voici dans le vif du sujet. Première démarche que l'agent immobilier va faire, c'est passer le relais au notaire car son travail s'arrête ici. Il va l'introduire chez le notaire qui va faire des vérifications fiscales et juridiques et vérifier si le bien est libre de toute hypothèque. Après cela, il pourra vous appeler pour préparer un rendez-vous. Deux conditions pour qu'il vous appelle. Il faut bien évidemment que les papiers soient prêts, mais il faut aussi qu'il ait les fonds en sa possession. Alors, concernant les fonds, l'acquéreur a deux choix. Soit les verser au notaire, soit les verser à l'agence immobilière. Mais ce qui est plus judicieux de faire, c'est les verser directement chez le notaire. On transfère les fonds uniquement par virement et dès que le notaire les aura dans sa comptabilité, il vous fera appel. Les chèques ne sont pas admis car si vous présentez un chèque en bois, après c'est difficile de rattraper. Les espèces non plus car il faut justifier la provenance des fonds et les banques n'en veulent plus. Comment se fait le partage? Alors, il faut savoir qu'au Gabon, le taux est de 5%. Les démarcheurs ambulants prennent 5% du prix de vente, les agents immobiliers aussi. Au niveau du, Au niveau du notaire, c'est 10%, 8% qui reversent aux impôts, 0,7%, je crois, corrigez-moi si je me trompe, qu'il verse à la conservation foncière et le reste lui revient. C'est également le notaire qui verse l'argent au vendeur. Donc, si vous comprenez bien, c'est le notaire qui fait toutes les transactions financières. C'est fiché et puis c'est clair. Alors, il faut savoir aussi que même si tu as tes clés en main, le notaire, son travail n'est pas fini. Il a encore de la paperasse à faire. Alors, il va faire des expéditions, c'est-à-dire des copies de l'acte de vente authentique que vous avez tous signé. Il va les certifier et les envoyer à l'enregistrement, puis à la conservation foncière pour transcription, car il faut que ton nom apparaisse désormais sur le titre foncier. Donc, on transcrit ton nom sur le document en disant que tel a vendu à tel et que c'est désormais tel qui est le propriétaire à compter de cette date. C'est ce qui est inscrit sur le titre foncier. L'acte de vente original ne bouge pas de chez le notaire. Il envoie uniquement des copies. Combien de temps pour que tu aies enfin tes papiers? Il faut compter environ 2 mois.
1 mois pour l'enregistrement et 15 jours à 1 mois pour la conservation foncière. Mais ce qui peut durer, c'est si le vendeur avait comme papier la réquisition d'immatriculation. Là-bas, ils vont devoir le transformer en titre foncier et c'est ça qui prend généralement du temps. Sinon, si le titre foncier est déjà constitué, la transcription est très rapide à la conservation foncière. Dernière chose, une fois le terrain acquis et que vous avez les papiers, il faut demander une autorisation auprès de la mairie pour obtenir un permis de construire afin de commencer vos travaux. Voilà, je crois vous avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Malheureusement, tout n'a pas pu être évoqué, mais je peux vous assurer que l'essentiel y est. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à rédiger ce chapitre. À très bientôt pour un prochain numéro de Comment faire.